entrevues parisiennes, une action menée par la Jeune Chambre économique de Paris, l'opportunité offerte aux candidats au municipal de s'adresser directement aux jeunes Parisiens, mais également de s'exprimer un peu plus généralement sur leur programme. Nous avons le plaisir d'accueillir ce soir M. Charles Bacbédé, porteur de la liste Paris Libéré. Charles Bacbédé, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation de la Jeune Chambre économique de Paris. Nous allons passer 20 minutes ensemble pour échanger sur 3 thèmes, l'urbanisme, la culture et l'économie. Je vous propose de commencer par un petit retour dans le passé. Nous sommes en 1900, la ville de Paris accueille l'exposition universelle, l'enjeu est de taille pour l'époque. Pensez-vous que Paris pourrait prochainement renouveler cette expérience ? Mais oui, pourquoi pas. Je trouve que ça serait une bonne idée. Vous savez que j'ai été président du comité de candidature Annecy 2018 pour les Jeux olympiques et paralympiques d'hiver. Et moi, j'aime bien ce type de grand projet qui permet de fédérer toute une nation, en l'occurrence, et puis toute une ville et pas n'importe laquelle, puisqu'il s'agirait de Paris, autour de toute une série de thématiques et de ce qu'elle sait bien faire et de le montrer au monde entier. C'est aussi un moyen d'inspirer les jeunes du monde entier. Donc je soutiens le projet d'exposition universelle en 2025 à Paris. Bien, la culture, effectivement, demeure l'un des aspects majeurs et essentiels du mode de vie des Parisiens. Quelle serait la place accordée à la culture dans ce nouveau Paris ? Alors, d'abord, il faut plus de culture pour les Parisiens. Donc, j'aimerais qu'il y ait des tarifs préférentiels pour les Parisiens, tout simplement. Parce qu'il y en a pour les jeunes, il y en a pour les moins jeunes, les seniors, comme on dit, mais finalement, pour les Parisiens normaux, dans la force de l'âge, il n'y a pas de tarif préférentiel. Donc, j'aimerais qu'on mette ça en place. C'est la base. Mais aussi, alors, il y a 2 projets qu'on pourrait mener très concrets. C'est créer un festival international du cinéma à Paris. Il y a bien sûr le festival de Cannes, mais alors que pourtant on a la grande cité du cinéma à Saint-Denis, il y a les studios de la plaine Saint-Denis, il y a également toute une série de professionnels de l'audiovisuel sur Paris et dans les communes de la Petite Couronne, dans plein de métiers, et d'ailleurs Paris est une des premières places du cinéma mondial. Donc faisons un festival du film international de Paris, et on pourrait construire un palais des festivals d'ailleurs sur la jachère qui est dans le 12e arrondissement, rive droite, puisqu'il y a 63 hectares qu'on pourrait récupérer sur les voies ferrées à l'arrière de la gare de Lyon, et on pourrait faire non seulement de nouveaux quartiers, une cité universitaire à rive droite, mais aussi donc une Silicon Valley pour les startups, mais aussi donc un palais des festivals. Puis on pourrait y accéder en péniche, en bateau, pour les stars, je pense que ça leur plaira. Donc ça, c'est un projet un peu emblématique. Puis il y a également, il faut penser aussi aux Parisiens qui aiment bien pratiquer l'art qu'ils aiment, notamment la sculpture, où il y a besoin d'ateliers d'artistes de grande dimension pour les jeunes sculpteurs. Je pense aussi à des salles de répétition pour les jeunes musiciens ou les jeunes danseurs qui ont besoin de salles, et souvent c'est un problème. Donc là, il faut penser à eux. Sinon, on a un problème, c'est qu'on va avoir de jeunes artistes qui partent à Berlin ou ailleurs pour trouver des lieux où ils peuvent exprimer leur talent. Alors justement, puisqu'on parle fabrication et construction, quelle architecture envisageriez-vous pour un Paris durable ? Alors, là d'abord, le premier principe de Paris Libéré, c'est que nous souhaitons que sur tout grand projet urbanistique, les Parisiens soient consultés. Donc, par exemple, c'est pas normal qu'on construise, qu'il y ait un projet de construire une tour de 200 mètres de haut au Batignolles sans que les Parisiens aient été consultés. Il y a juste eu une résolution au Conseil de Paris, c'est-à-dire le Conseil municipal de Paris, levant l'interdiction pour la construction d'immeubles de grande hauteur de plus de 50 mètres. Ça s'est fait un peu en catimini, mais on n'a jamais débattu vraiment de ce projet, de cette tour, de rapatrier le tribunal de grande instance au Batignolles, donc dans cette tour de 200 mètres. Il faut demander l'avis. Donc on est pour qu'il y ait des votations, comme ça se fait en Suisse, pour que les Parisiens soient consultés sur les grands projets urbanistiques. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point sur l'urbanisme, c'est qu'il y a plein de choses qu'on peut faire. Voie Georges Pompidou, par exemple, rive droite, vous avez une alternance de tunnels et puis de voies rapides en surface. Et donc moi, je pense qu'on peut tout tunneliser. Bien sûr, c'est coûteux, c'est un investissement important,
Mais pour quelques centaines de millions d'euros, on aurait là la possibilité de récupérer énormément d'espace et on pourrait faire un Central Park rive droite, du Trocadéro jusqu'à la place de la Concorde et même au-delà, qui permettrait à tous les Parisiens de profiter de ce lieu et d'arrêter d'opposer les automobilistes. Il y a des Parisiens qui n'ont pas le choix que de prendre leur véhicule pour aller travailler ou pour se déplacer, et ceux qui ont renoncé à la bagnole, ce qui peut se comprendre, et qui se battent pour la qualité de vie, contre la pollution. Donc moi je pense qu'il faut arrêter de les opposer. On peut trouver des moyens de concilier ces deux Parisiens qui vivent ensemble dans la même ville. Idem pour la couverture des voies ferrées à l'arrière de la gare Saint-Lazare. On peut récupérer là aussi du foncier, c'est dans le 8e arrondissement, on pourrait faire un parc notamment pour les enfants. C'était couvert avant l'incendie de 1926 d'ailleurs. On pourrait aussi envisager une couverture partielle du périphérique. Donc il y a plein de choses qu'on peut faire. Il y a la friche du 12e arrondissement dont je parlais, les 63 hectares. Donc on peut récupérer là pas mal d'espace et faire donc de nouveaux quartiers. Il faut allier donc quartier résidentiel et quartier tertiaire, activités, parcs et jardins. Donc voilà un peu ma vision de l'urbanisme de Paris dans les années qui viennent. D'accord, alors justement, le logement, parlons-en, et en particulier les coûts du logement. Quels moyens mettriez-vous en œuvre pour proposer un logement à toutes les classes de Parisiens ? Alors là, c'est très clair, il y a un drame, c'est qu'en France, 7% des logements sont vacants. Sur les 30 millions de logements, il y en a 7% de vacants. Alors il y en a beaucoup, enfin quelques-uns pardon, qui sont insalubres ou mal situés, mais à Paris, ça donne 70 000 logements vacants. C'est un scandale alors qu'il y a tellement de gens qui cherchent un logement, tellement de gens qui sont mal logés. Donc moi je dis, pourquoi ces logements sont vacants ? Parce que les propriétaires de ces logements ont eu dans le passé une mauvaise expérience avec un locataire qui ne payait pas son loyer et qu'ils sont entrés dans des litiges qui ont duré 3 à 5 ans. Et les locataires qui avaient tout à fait les moyens de payer ont mis beaucoup de temps pour quitter les lieux et du coup ces propriétaires refusent de mettre leur logement en location. On peut les comprendre. Donc c'est un drame. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On rétablit l'équilibre dans les relations juridiques entre propriétaires et locataires. Alors vous me direz, oui mais ça c'est une loi, ça relève du national, ça n'a rien à voir avec le maire de Paris. Eh bien si, le maire de Paris peut s'autosaisir de ce sujet parce que c'est un sujet majeur, prioritaire, et il peut demander une expérimentation au Parlement qui dérogerait à la loi de 1989 sur le logement et qui permettrait de mettre en place de nouveaux contrats de location avec des relations plus équilibrées entre propriétaires et locataires, ce qui permettrait à ces logements d'être mis sur le marché avec un loyer moins cher qui plus est. Donc voilà un moyen pratique de permettre aux Parisiens qui galèrent pour trouver un logement d'en trouver un, et notamment ceux qui travaillent à Paris et qui doivent faire des allers-retours sans arrêt avec parfois la grande couronne. Donc ça c'est un moyen très concret. Bien sûr aussi ce que j'aimerais c'est de donner la possibilité aux occupants de logements sociaux d'acquérir leur logement, le logement qu'ils occupent, et puis de faire tourner aussi un peu plus le parc social. Parce qu'on a constaté qu'en France, la moyenne du taux de rotation sur les logements sociaux était de 10%. C'est-à-dire tous les 10 ans, ça tourne, quoi. En gros, il y a un nouveau locataire qui arrive, et puis le logement social est un coup de pouce, super coup de pouce, mais ce n'est pas une rente de situation à vie. Mais malheureusement, à Paris, le taux de rotation, il est à 4,5%. Il est 2 fois plus bas. Ça veut dire que les gens restent très longtemps dans leur logement, alors que dans le même temps, il y a 130 000 personnes qui demandent un logement social. Il y a 11 ans de liste d'attente. Donc moi, je propose de faire progressivement, faire passer le taux de rotation des logements sociaux de 4,5% à 10%, ce qui est la moyenne du reste de la France. Ça permettra de faire tourner plus le parc social et donc de satisfaire la demande énorme pour des logements sociaux. Donc ça aussi, c'est un autre moyen de dérigidifier et de régler le problème du logement à Paris. Bon, il y a une autre idée, j'ai parlé tout à l'heure de priorité aux Parisiens pour la culture, mais on peut dire la même chose aussi pour le logement social. En 2000, la part des attributions à des non-parisiens pour les logements sociaux, c'était 9%. Aujourd'hui, c'est 29%. Est-ce que c'est normal ? Alors moi, je propose de faire un référendum et de demander aux Parisiens leur avis sur la question et de leur demander est-ce que vous êtes d'accord qu'il y ait autant d'aides sociales et d'attributions de logements sociaux pour des gens qui n'habitent pas à Paris et qui ne travaillent pas à Paris ? Et si la réponse est non, ce n'est pas normal, ça devrait plutôt être réservé aux Parisiens qui payent des impôts à Paris, à ce moment-là, on changera cette politique.
Alors, parmi ces classes de Parisiens, il y a énormément de jeunes professionnels qui hésitent à s'installer à Paris, justement à cause de la problématique du logement, mais également à cause de celle de l'emploi. Alors, quel emploi des jeunes dans un grand Paris solidaire? Bon, alors là, c'est typique. Ça, c'est un peu la même chose. Alors, le maire de Paris, l'emploi, c'est vrai que l'emploi, c'est un drame à Paris puisqu'il y a 120 000 demandeurs d'emploi. Chômage très élevé, 9%. Alors que c'est une grande capitale internationale. Même dans les pays en crise, les grandes capitales ne souffrent pas à ce point du chômage. Ça, c'est lié au fait que le marché du travail en France est très rigide et qu'il n'est pas suffisamment fluide et que beaucoup de petites entreprises, c'est là où se fait l'essentiel des créations d'emplois, sont réticentes à embaucher parce que dans le passé, il y a eu un problème, qu'elles ont dû licencier la personne et puis qu'elles se sont retrouvées devant les tribunaux et que ça a coûté très cher et que surtout ça a créé de l'incertitude. Et donc moi ce que je propose, c'est toujours, là aussi on pourrait me dire, ben non, ça c'est un problème national. Bien non, le maire de Paris, là aussi, peut demander une expérimentation au Parlement, ça c'est la loi de décentralisation de 2003 qui le propose, qui le permet, et de s'autosaisir de ce sujet dramatique qu'est l'emploi, le chômage, et de dire, moi je veux mettre en place un contrat de travail plus flexible pour diminuer le chômage à Paris. Et pour que tous les cafés, les restaurants, les boutiques qui ont envie d'embaucher puissent le faire et le fassent. Et que du coup, les demandeurs d'emploi, et en particulier les profils atypiques, les chômeurs de longue durée, qui est un vrai drame, puissent trouver un emploi à Paris. Donc ça c'est quelque chose là aussi où il faudra demander, je pense, l'avis, le soutien des Parisiens, par référendum. Vous allez dire, je suis un peu obsédé des référendums, mais pourquoi pas. Après tout, pourquoi voter tous les 6 ans simplement? Et donc, ça permettra au maire de Paris d'avoir du poids pour demander au Parlement de lui permettre de faire cette expérimentation sur le droit du travail à Paris pour réduire le chômage, le diviser par 2. Je pense que cela est possible. Ouais, c'est vrai que les entreprises se trouvent parfois un peu en difficulté. Alors vous, en tant qu'entrepreneur, quelle place accordez-vous à une autre thématique qui est celle de l'économie numérique? L'économie numérique, vous savez, moi j'ai créé plusieurs startups dans le domaine du numérique, évidemment, donc je crois que c'est une chance. Hein. On est rentré dans l'économie de la connaissance. On peut, avec un smartphone, finalement, commercer, échanger avec le monde entier, vendre des services, des biens, finalement avec un coût d'entrée très faible. Donc c'est une vraie révolution. Et aussi un autre chiffre, dans les 30 années qui viennent, il y aura eu plus d'étudiants à l'université que dans toute l'histoire de l'humanité. Donc le monde est en train de changer et donc c'est une chance. Mais pour ça, il faudrait aussi que Paris dispose des moyens techniques. C'est pas normal que dans trop d'endroits de la capitale, le mobile s'interrompe. Je parle même pas du 3G ou de la 4G. Donc là, ce qu'il faut mettre en place, c'est s'engager sur le haut débit, sur la 3G, sur la 4G, partout où cela est possible. On pourrait par exemple mettre en place des drones 4G autour de la capitale. Il y a déjà des drones qui sont là comme outil de surveillance pour le ministère de l'Intérieur. On peut tout à fait faire des relais 4G par drone. Et on pourrait mettre aussi dans les tunnels et dans le RER, le métro, plus de relais 3G, 4G pour que on puisse travailler ou utiliser son smartphone sans interruption. Et ça c'est du concret et c'est indispensable si on veut que Paris soit vraiment une capitale du numérique comme elle le pourrait. Paris doit redevenir la grande capitale artistique, scientifique, entrepreneuriale qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être. Alors, puisque nous sommes à la Jeune Chambre économique de Paris, avez-vous pour conclure un message à adresser aux jeunes? Oh oui. Les messages, c'est bien sûr de profiter de votre énergie, de votre jeunesse pour entreprendre, que ce soit dans des entreprises ou dans votre entreprise. Moi, je crois beaucoup à l'entrepreneuriat. Entre le salariat et le fonctionnariat, il y a une troisième voie qui n'est plus réservée à une élite, que tout le monde peut emprunter. Il y a d'ailleurs le statut des auto-entrepreneurs qui marche très très bien. Et moi, je crois que c'est avec l'économie de la connaissance, en plus, on a parlé du numérique, il y a beaucoup moins de barrières à l'entrée qu'autrefois, et c'est un moyen de s'éclater. Même si je ne dis pas qu'il faut forcément le faire tout de suite, c'est bien aussi d'apprendre, d'avoir une expérience professionnelle dans une entreprise qu'on n'a pas forcément fondée, mais si je peux avoir un message pour les jeunes, notamment ceux de la Jeune Chambre économique, je leur dirais n'hésitez pas à entreprendre.
Merci Charles Becbédé pour votre participation aux entrevues parisiennes de la Jeune Chambre économique de Paris. Merci à vous de nous avoir suivis et à bientôt pour les entrevues parisiennes.